En 1848, la France est en proie à de nombreux problèmes. Tout d'abord, il est important de revenir quelques années en arrière. En 1846, a eu lieu une crise agricole qui toucha la France, mais qui s'achèvera rapidement en 1847 grâce au stock de blé. Sauf que la hausse des prix due à la crise a contraint les ouvriers à dépenser une plus grande partie de leur salaire dans l'alimentation. Cela causant une importante chute de la demande dans d'autres secteurs, comme le textile ou le bâtiment, qui s'en retrouvent fortement touchés. Et cela ayant pour répercussion une nette augmentation du chômage. À Roubaix, une grande ville industrielle productrice de textiles, on enregistre près de 60% des ouvriers au chômage en mai 1847. Mais malgré la reprise des récoltes, le chômage reste encore très fort. Le régime subit alors d'importantes difficultés économiques, contribuant à la montée de l'opposition, qui n'accuse pas l'inaction politique du roi, qui n'a plus les moyens, mais à ce système qu'est la monarchie de Juillet. Rajouter à cette situation économique d'importantes contestations politiques, notamment à propos d'une question, la réforme électorale. En effet, sous la monarchie de Juillet, le système de vote est ce qu'on appelle au suffrage censitaire. Le principe du suffrage censitaire est qu'il faut dépasser un certain seuil d'imposition, qu'on appelle le cens, pour avoir le droit de vote. Sauf que cela soumet d'avoir une certaine fortune. On se retrouve alors avec 200 000 personnes ayant le droit de vote, pour une population de près de 35 millions d'habitants. Sauf que François Guizot, le chef du gouvernement, est très conservateur, et ne compte pas abaisser le cens. Autant dire que les contestations sont nombreuses, que cela soit du côté des républicains, qui voudraient le suffrage universel, en général masculin, ou par les opposants légitimistes et par l'opposition dynastique libérale, qui réclament l'abaissement du cens. Rajouter à cela un roi âgé de 74 ans, de plus en plus contesté, et qui n'a pas de fils en âge d'hériter. En effet, son fils n'a âgé que de 9 ans, ce qui soumettrait à une période de régence. Or, les périodes de régence sont souvent assez instables. En termes de politique étrangère, on ne peut pas vraiment en dire du bien. Louis-Philippe n'a pas redoré le blason de la France, encore humilié du congrès de Vienne de 1815. À vrai dire, le roi des Français a avant tout été mis au trône pour satisfaire les idées libérales de la bourgeoisie, sauf qu'il a fini par perdre toute sa popularité, notamment dans les dernières années de son règne. Cela s'illustrant bien avec l'essor de la caricature lors de la monarchie de Juillet. On peut par exemple citer les nombreuses caricatures d'Honoré Daumier, où Louis-Philippe est souvent représenté sous la forme d'une poire. Mais ce qui va finir par achever de discréditer la monarchie de Juillet sont deux scandales. Le premier scandale est une affaire de corruption, où l'ex-ministre des Travaux publics aurait reçu des pots de vin en 1842 pour faciliter l'attribution d'une mine. Le second grand scandale concerne le duc de Choiseul-Praslin qui tua sa femme. Ce fait divers indignant l'opinion publique, qui se scandalise de cette vieille aristocratie, tandis que la Chambre des Pairs voit sa réputation grandement entachée. Pour autant, l'événement qui va venir déclencher cette révolution est le lancement d'une campagne de banquet à partir du 9 juillet 1847, dans l'objectif de réclamer une réforme électorale. Ces banquets organisés par Odilon Barrot, un membre de l'opposition monarchiste de gauche, rencontrent tout de suite un grand succès. On retrouve ainsi de grands noms de l'opposition monarchiste, mais aussi de l'opposition républicaine, comme par exemple Lamartine, Le Rollin ou Louis Blanc, ce qui n'était pas vraiment prévu par les organisateurs. D'autant que ces banquets se transforment peu à peu en manifestations populaires, le gouvernement commençant à s'inquiéter de cette radicalisation du mouvement. Mais finalement, à l'approche de la fin d'année, on observe un essoufflement de ce dernier, et il ne mobilise plus vraiment les foules, tandis que les députés se préoccupent plus du Parlement ayant une place centrale dans la monarchie de Juillet. C'est pourquoi le 23 janvier 1848 est l'occasion parfaite de critiquer Guizot. La révolution commence alors à se présager à l'horizon, comme le prédit Tocqueville. Mais pour autant, l'opposition est assez désunie, ce que Guizot compte bien profiter. Pendant ce temps est évoquée l'organisation d'un banquet parisien devant clore la campagne de banquet dans le 12e arrondissement. Et ce n'est non pas les chefs officiels du mouvement qui vont l'organiser, mais par diverses personnes aux intérêts politiques divergents. Une autorisation légale est alors demandée, mais cela est refusé. Qu'à cela ne tienne, le banquet va quand même être organisé. Mais les organisateurs, soucieux de ne pas prendre n'importe quel ouvrier, décident de fixer un droit d'entrée élevé. Le gouvernement, quant à lui, réaffirme son interdiction. Sauf que cette réaffirmation de l'interdiction va créer un effet stressant. Pour faire simple, un effet stressant, c'est le fait de vouloir cacher ou interdire quelque chose, ce qui provoque l'effet inverse, c'est-à-dire une surmédiatisation. Et c'est ce qui s'est produit avec ce banquet, qui n'avait rien d'extraordinaire. De nombreux journaux de gauche s'empressant alors d'annoncer la participation de très nombreux députés de l'opposition. Le journal Le National ira même jusqu'à inviter de manifester pour le 22, jour auquel était censé être organisé le banquet. Odilon Barrot constate avec dépit le 21, le char est lancé, et quoi que nous fassions, le peuple sera demain dans les rues. Et c'est le cas, sauf que le gouvernement comprend la situation et décide de déployer des troupes ainsi que la garde nationale dans des endroits stratégiques. Mais il faudrait tout d'abord évoquer la situation du Paris de l'époque. En effet, le Paris de 1848 n'a pas beaucoup changé depuis la Révolution. La ville compte près d'1 million d'habitants, de professions diverses. Les conditions de vie y sont rudes, notamment pour les classes ouvrières, qui subissent criminalité, misère et mauvaise hygiène. En bref, le Paris de l'époque est en proie à une forte agitation. C'est pourquoi le 22, dans ce contexte de grande tension, éclate une manifestation composée en grande partie d'étudiants. Mais la situation est encore sous contrôle. En effet, le nombre de manifestants n'est que de 3000, pour près de 30 000 soldats et 40 000 gardes nationaux. Mais le lendemain, après quelques incidents,
une partie des gardes nationaux se rallie à l'insurrection. Louis-Philippe se rend alors compte de son impopularité et va donc le 23 remplacer Guizot par le comte de Molé, plus favorable à la réforme électorale. Il y a alors un climat d'intentisme et de méfiance. Les insurgés sont à la fois heureux que Guizot ne soit plus chef du gouvernement, mais n'en abandonnent pas les barricades pour autant. Ce qui va revenir mettre le feu aux poudres est la fusillade dans le boulevard des Capucines dans la soirée. Le lendemain, ça en est trop pour le peuple parisien et pour la bourgeoisie, qui commence à se radicaliser et à mener des actions conjointement contre la royauté. D'autant plus que le comte de Molé a refusé à former un gouvernement. Louis-Philippe va alors tenter en dernier espoir de sauver la monarchie, d'abdiquer pour confier la régence à la duchesse d'Orléans, qui se rend à la Chambre des députés dans l'objectif de faire accepter sa régence. Sauf que pour les républicains, c'est inacceptable. Ils ne veulent pas revivre la révolution de 1830. Ces derniers envahissent alors la Chambre des députés, où ils proclament la Seconde République, et forment un gouvernement provisoire. C'est la fin de la monarchie de Juillet. Le 25, devant l'hôtel de ville, le poète Alphonse de Lamartine sauve le drapeau tricolore, grâce à un célèbre discours où il refuse le drapeau rouge, comparant le drapeau rouge qui n'a fait que le tour du champ de Mars, au drapeau tricolore qui a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. Cette scène étant immortalisée par la célèbre peinture de Félix Philippotto. À l'étranger, les monarchies européennes ne s'inquiètent pas tellement de la chute de Louis-Philippe, mais il en est tout autre pour la proclamation de la République. Le rôle de la diplomatie de cette dernière au début de son existence est primordial. Il faut absolument prévenir le risque d'une guerre, mais très rapidement cette menace est écartée. C'est d'ailleurs plutôt l'inverse qui va se produire. En effet, la Révolution française de 1848 s'inscrit dans le contexte du printemps des peuples, où l'on voit des barricades fleurir un peu partout en Europe, provoquant une chute rapide des gouvernements en place, sans grandes effusions de sang. Mais dans leur grande majorité, ces insurrections sont aussitôt réprimées, comme à Venise, en Sicile ou en Hongrie. Les débuts de cette Seconde République ne sont donc pas tout roses, d'autant plus qu'il reste à organiser les prochaines élections. Mais cela sera pour un prochain épisode où nous verrons les débuts de cette nouvelle République jusqu'à l'élection du premier président de France. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker pour aider à me référencer, ainsi qu'à vous abonner pour ne pas louper la suite de mes futures vidéos.